En août 2005, une vieille femme nommée Daisy se trouve à l'hôpital, car il ne lui reste plus beaucoup de temps à vivre. Bien qu'elle souffre visiblement, elle entend le train passer et raconte à sa fille, Caroline, l'histoire de la construction de la gare en 1918. Après avoir perdu son fils à la guerre, un horloger aveugle consacra toute son énergie à fabriquer une horloge magnifique qui fut accrochée à la gare le jour de son inauguration. Lorsque l'horloge fut dévoilée, tout le monde fut stupéfait de la voir tourner à l'envers. L'horloger expliqua qu'il avait conçu ainsi en mémoire de ceux qui avaient perdu leur fils pendant la guerre, pour qu'ils puissent espérer les voir revenir un jour. Après cela, l'horloger ne fut plus jamais revu. Puis, Daisy demande à Caroline de prendre un certain journal dans son sac et de le lui lire. Ce journal appartient à Benjamin Button, et la première entrée, datée de 1985, explique que raconter son histoire est sa dernière volonté. Tout commence en 1918, juste après la fin de la Première Guerre mondiale. Alors que tout le monde célèbre dans les rues, Thomas se précipite pour voir sa femme, qui meurt après avoir donné naissance à leur enfant. En découvrant le bébé, un petit garçon, Thomas est horrifié par ce qu'il voit. Pris de panique, il s'empare du nouveau-né et s'élance hors de la maison. Le bébé ne cesse de pleurer pendant que Thomas court vers la rivière, où il envisage de le noyer. Cependant, un policier l'aperçoit et commence à le poursuivre. Thomas court aussi vite qu'il peut et finit par se cacher dans Dark Street, où il aperçoit une jolie maison. Il dépose le bébé sur les marches, avec tout l'argent qu'il trouve dans sa poche. Tandis qu'il s'éloigne, un couple sort de la maison et marche accidentellement sur le bébé, le faisant pleurer. Kinney ouvre la couverture et découvre que le nourrisson a l'apparence d'un vieil homme. Son compagnon pense qu'il devrait prévenir la police, mais Kinney prend l'enfant et l'emmène dans sa chambre, le cachant dans un tiroir. Elle appelle ensuite un médecin, qui examine le bébé et découvre de nombreux problèmes. Presque aveugle à cause de la cataracte, atteint d'arthrite et d'ostéoporose. Le médecin pense que le bébé ne survivra pas longtemps. Mais Kinney, convaincu qu'il s'agit d'un miracle, décide de le garder. Elle monte alors à l'étage et le présente aux résidents de la maison de retraite où elle travaille. Elle le nomme Benjamin et prétend qu'il est l'enfant de sa sœur. Les pensionnaires ne sont pas effrayés par son apparence inhabituelle et le trouvent même attendrissant. Contre toute attente, Benjamin est robuste et ne meurt pas comme le médecin l'avait prédit. Au fil des ans, son corps grandit, bien qu'il conserve toujours l'apparence d'un vieil homme. Comme il vit entouré de personnes âgées, il ne trouve pas son apparence étrange et pense simplement qu'il ressemble aux autres. Il appelle Kinney « maman » et dépend d'elle pour beaucoup de choses, comme le bain. Il apprend à lire, mais ne peut pas marcher et reste confiné à un fauteuil roulant. Parfois, il se montre curieux en observant les enfants de la ville, mais Kinney refuse de le laisser sortir. La seule fois où Benjamin quitte la maison, c'est pour aller à l'église. Un soir, Kinney demande l'aide d'un prêtre. Celui-ci prétend d'abord guérir la stérilité de Kinney, puis, d'un ton théâtral, ordonne à Benjamin de se lever et de marcher. Après de nombreux efforts, Benjamin parvient à se redresser, avant de retomber aussitôt. Le prêtre l'encourage à recommencer, et cette fois, Benjamin réussit à faire quelques pas. À cet instant précis, le prêtre s'effondre et meurt. Le temps continue de passer, et le corps de Benjamin devient peu à peu plus vigoureux. Un jour, il rencontre Pygmy, qui l'entraîne hors de la maison pour s'amuser. Benjamin prend le tramway pour la première fois et s'émerveille des histoires que Pygmy lui raconte. Ils boivent un verre ensemble près du lac et deviennent amis pendant un court moment. Puis, Pygmy le quitte pour un rendez-vous, et Benjamin, ayant manqué le dernier tramway, doit rentrer chez lui en s'aidant de ses béquilles. Il fait nuit lorsqu'il rentre, et Kinney le gronde, mais Benjamin garde en mémoire cette première expérience de liberté comme l'un des plus beaux jours de sa vie. En 1930, Benjamin paraît un peu plus en forme et peut marcher à l'aide d'une canne. Lors d'un dîner de Thanksgiving organisé à la maison, il fait la connaissance de Daisy, la petite fille d'une des résidentes. Bien qu'ils aient techniquement le même âge, Benjamin tombe immédiatement sous son charme. Pendant la fête, Kinney annonce qu'elle est enceinte, ce qui suscite un léger sentiment de jalousie chez Benjamin. Cette nuit-là, Daisy l'invite dans sa cabane faite de couvertures, et ils partagent un moment tendre, interrompu brusquement par la grand-mère de Daisy. Dans le présent, Caroline comprend que la jeune Daisy dont parle le journal n'est autre que sa mère. Peu de temps après la naissance du bébé, Pygmy quitte la ville, laissant Benjamin se sentir de plus en plus seul. Son corps continue de se renforcer chaque jour. Il peut désormais se baigner seul et manger des aliments plus durs grâce à ses nouvelles dents. Un nouveau pensionnaire lui apprend aussi à jouer du piano, car ses mains ne souffrent plus d'arthrite. Il se rend souvent au quai pour observer les bateaux, jusqu'au jour où il entend le capitaine Mike demander de l'aide. Benjamin se porte volontaire et devient le concierge du navire. C'est un poste modeste, mais il adore. Il se lie rapidement d'amitié avec Mike, qui s'affole en découvrant que Benjamin n'a jamais été avec une femme, pensant qu'il est très âgé. Pour y remédier, Mike l'emmène dans une maison close, où il exhibe fièrement ses tatouages tout en racontant ses aventures de jeunesse, dont une histoire avec de magnifiques colibris. Les prostituées sont d'abord rebutées par l'apparence de Benjamin, mais l'une d'elles accepte finalement de lui offrir sa première expérience. Benjamin la surprend par la vigueur d'un jeune homme et finit même par l'épuiser. Il lui promet de revenir la voir souvent, mais en sortant, il croise le regard de Thomas. Dans la rue, ce dernier s'approche et lui propose de le raccompagner. Ils finissent dans un bar, où Benjamin goûte à l'alcool pour la première fois. Ils boivent et discutent jusqu'à la fermeture, puis Thomas le ramène chez lui. Kinney le réprimande une nouvelle fois, et Benjamin, victime de sa première gueule de bois, vomit aussitôt. Quelque temps plus tard, alors qu'une résidente lui coupe les cheveux, elle remarque qu'il semble repoussé. Benjamin en déduit qu'il rajeunit un peu plus chaque jour. Chaque fois que Daisy vient rendre visite à sa grand-mère, Benjamin passe du temps avec elle. Un matin, il l'emmène sur le bateau et convainc le capitaine Mike de les emmener faire un tour. Il s'amuse énormément et observe un bateau de croisière passer, ce qui pousse Daisy à rêver d'un jour pouvoir voyager sur un tel navire. En 1936, à 17 ans, Benjamin décide qu'il est temps de quitter la maison. Après avoir fait des adieux émouvants à Kinney, Daisy lui fait promettre de toujours lui écrire.
Benjamin trouve un emploi sur le remorqueur du capitaine Mike, et dans le présent, Caroline découvre toutes les cartes postales qu'il a envoyées à Daisy au fil des années. Benjamin voyage de port en port à travers le monde et se lie d'amitié avec l'équipage, qui devient comme une seconde famille pour lui. Il se sent aussi chaque jour plus fort et plus jeune. Pendant ce temps, Daisy, installée à New York, lui envoie souvent des lettres, lui racontant ses études de danse et son rêve de devenir ballerine. En 1941, le bateau est pris dans une violente tempête de neige alors qu'il arrive dans le nord de la Russie. L'équipage s'abrite dans un bar, où Benjamin observe des hommes se battre et conclut que les ivrognes se ressemblent partout. À l'hôtel, il prend l'ascenseur et rencontre Elisabeth, une Anglaise mariée à un espion, avec qui elle semble malheureuse. Les jours passant, le froid empêche Benjamin de dormir, et une nuit, il descend pour prendre l'air et trouve Elisabeth éveillée. Ils partagent du thé et commencent à discuter. Elisabeth lui raconte toutes sortes d'histoires sur les lieux qu'elle a visités, et il reste souvent éveillé jusqu'à l'aube, se rapprochant peu à peu. Dans le présent, Caroline découvre une carte postale dans laquelle Benjamin avoue être tombé amoureux, et Daisy se souvient du chagrin qu'elle avait ressenti en la recevant à l'école. Au fil des nuits, Elisabeth initie Benjamin à de nouvelles expériences, le caviar, la vodka et la tendresse. Elle lui confie qu'à 19 ans, elle avait tenté de devenir la première femme à traverser la Manche à la nage, mais qu'elle avait abandonné avant d'y parvenir. Benjamin la réconforte, et ils finissent par s'embrasser, une autre première pour lui. La nuit suivante, ils sortent se promener et établissent quelques règles pour leur liaison, notamment de ne jamais prononcer le mot « amour ». À partir de là, ils passent toute leur nuit ensemble dans la chambre de Benjamin, profitant simplement de chaque instant. Après quelques jours, Benjamin descend et découvre qu'Elisabeth est partie sans prévenir. Le lendemain matin, Mike annonce que le Japon a bombardé Pearl Harbor et qu'il a été recruté par la marine américaine pour participer à l'effort de guerre. Le cuisinier décide de démissionner pour rester auprès de sa femme, et Benjamin reprend son poste à bord. Lorsqu'il retourne dans sa chambre pour faire ses valises, il trouve une note laissée par Elisabeth, disant simplement qu'elle était heureuse de l'avoir rencontré. Pendant la guerre, la mission du remorqueur consiste à tirer des navires endommagés et des morceaux de ferraille, loin des véritables combats. Un soldat est affecté à leur équipage pour les surveiller, et Benjamin aime écouter ces histoires. Un soir, ce soldat lui confie tout son argent, lui demandant de le remettre à sa femme si jamais il ne rentrait pas. Cette même nuit, l'équipage entend le son d'une cloche et aperçoit un incendie au loin. Un navire de transport transportant plus d'1 millier d'hommes a été éventré par une torpille, et le bateau de Benjamin est le premier à arriver sur les lieux. Malheureusement, un sous-marin ennemi rôde à proximité, et l'équipage décide de tenter de le couler. L'ennemi ouvre le feu, et le soldat à bord, ainsi que l'équipage, riposte aussitôt, gagnant un peu de temps pendant que le bateau fonce droit sur le sous-marin. Dans un fracas assourdissant, ils percutent leur cible, provoquant une explosion qui la fait sombrer. Mais il n'y a pas de victoire à fêter. L'équipage est criblé de balles, et Benjamin doit dire adieu à Mike, mourant dans ses bras. Le lendemain matin, Benjamin est secouru par les Alliés. En jetant une bouée de sauvetage à la mer, il aperçoit un colibri tournoyer autour d'elle. Mike aimait profondément les colibris, et Benjamin réalise qu'un tel oiseau n'a normalement rien à faire en pleine mer. Fidèle à sa promesse, il envoie ensuite l'argent du soldat à sa femme. En 1945, lorsque Benjamin a 26 ans, il rentre chez lui avec l'apparence d'un homme d'une cinquantaine d'années. Il retrouve Kinney et découvre sa sœur devenue adolescente. Malheureusement, il apprend aussi que le compagnon de sa mère est décédé quelques mois plus tôt. Benjamin reprend sa vie là-bas, jouant du piano pour les résidents et reconnaissant certains visages familiers. Un matin, Daisy, désormais jeune femme, vient rendre visite à sa grand-mère. Au début, elle ne reconnaît pas Benjamin, mais lorsqu'elle comprend enfin qui il est, elle court vers lui, l'embrasse et le gronde de ne plus lui avoir écrit. Ils évoquent ensemble leurs souvenirs d'enfance et décident d'aller dîner. Pendant tout le repas, Daisy ne cesse de parler, et Benjamin se rend compte à quel point leurs vies sont désormais différentes. Il est aussi surpris de l'avoir fumé. Plus tard, ils vont au bord du lac, où Daisy lui montre quelques pas de danse avant de l'embrasser et de l'inviter à se laisser aller. Troublé, Benjamin la repousse doucement, et Daisy retourne bientôt à New York. Au fil des semaines, Benjamin continue de rajeunir et de gagner en force. Une nuit, Thomas vient le voir, marchant avec une béquille à cause d'une infection au pied. Les deux hommes vont dîner ensemble, et Thomas avoue qu'il est gravement malade et qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Il emmène ensuite Benjamin dans sa manufacture de boutons pour lui faire visiter les lieux, avant de lui révéler la vérité. Il est son père. Il s'excuse de l'avoir abandonné et lui montre une photo de sa famille, expliquant ce qui est arrivé à sa mère. Thomas souhaite tout léguer à Benjamin avant de mourir, mais ce dernier, bouleversé, a du mal à encaisser la nouvelle et s'en va. Après avoir longuement réfléchi et entendu les reproches bienveillants de Kinney, Benjamin décide de retourner voir Thomas. Ensemble, ils se rendent au bord du lac, contemplent l'eau et font la paix avec leur passé avant que Thomas ne s'éteigne paisiblement. Kinney accompagne Benjamin aux funérailles, et celui-ci lui assure qu'elle restera toujours sa véritable mère. En 1947, grâce à l'argent laissé par Thomas, Benjamin se rend à New York pour assister à une représentation de Daisy au théâtre. Il est profondément ému par sa performance. Après le spectacle, il se rend dans les coulisses, et Daisy, surprise de le voir, se montre visiblement déstabilisée. Elle refuse poliment son invitation à dîner, mais lui propose de sortir avec ses amis. Au club de danse, Benjamin supporte mal de la voir au bras de son nouveau petit ami et préfère s'en aller. Daisy le rattrape dehors et lui explique qu'elle ne pouvait pas mettre sa vie en pause simplement parce qu'il était venu la voir. Benjamin comprend et la laisse partir. Dans le présent, Daisy raconte que Benjamin était venu lui parler de son père, mais qu'à l'époque, elle était trop centrée sur sa propre carrière pour lui accorder du temps. Elle révèle aussi qu'elle a ensuite été la première américaine invitée à danser avec le ballet du Bolchoï. Daisy rejoint ensuite une compagnie de ballet à Paris, mais elle pense toujours à Benjamin, qui continue d'aider à la maison de retraite. Un jour, il reçoit une lettre urgente l'informant que Daisy a été renversée par un taxi. Sans hésiter, Benjamin prend l'avion pour Paris afin de lui rendre visite à l'hôpital. L'accident a écrasé la jambe droite de Daisy, mettant brutalement fin à sa carrière de danseuse. En le voyant, Daisy remarque que Benjamin paraît désormais jeune et séduisant,
presque parfait. Honteuse de son état, elle lui demande de ne plus revenir. Benjamin quitte alors l'hôpital, mais reste à Paris quelque temps pour veiller discrètement sur elle. Dans le présent, Daisy avoue qu'elle n'a jamais su cela. Finalement, Benjamin quitte Paris et décide de naviguer sur le bateau de Thomas. Il n'oublie jamais Daisy, même s'il passe des nuits légères avec d'autres femmes. Il s'achète aussi une moto et fait de longues balades solitaires. En 1962, Daisy se rend chez Queenie pour revoir Benjamin. Ils s'enlacent chaleureusement, et après avoir rattrapé le temps perdu, ils finissent par passer leur première nuit ensemble. Cette fois sans malaise, car ils ont enfin l'air du même âge. Par la suite, ils voyagent ensemble, profitant pleinement d'une vie heureuse à deux. À leur retour, Benjamin est bouleversé d'apprendre la mort de Queenie. Ils assistent à ses funérailles pour lui dire un dernier adieu, puis décident qu'il est temps de commencer une nouvelle vie. Benjamin vend la maison de Thomas et achète un duplex où ils s'installent. Ils prennent plaisir à rénover leur nouveau foyer ensemble et regardent émerveillés les Beatles passer à la télévision pour la première fois. Leur voisin étant kinésithérapeute, Daisy suit son conseil et se remet à la piscine, mais la vue des corps gracieux des autres femmes la blesse profondément. Benjamin la soutient avec tendresse, et peu à peu, Daisy décide d'arrêter de s'apitoyer sur elle-même. Elle ouvre alors un studio de danse et commence à enseigner à de petites filles. Un soir, Benjamin rend visite à Daisy dans son studio, et elle lui annonce une grande nouvelle, elle est enceinte. Benjamin ressent des émotions partagées, craignant que leur enfant ne naisse comme lui et qu'il ne puisse pas être un bon père, compte tenu de son rajeunissement constant. Un soir, pendant le dîner, il voit à la télévision qu'Elisabeth, désormais âgée de 68 ans, est devenue la femme la plus âgée à traverser la Manche à la nage. Quelques mois plus tard, Daisy donne naissance à une petite fille en parfaite santé, qu'elle nomme Caroline, en hommage à la mère biologique de Benjamin. Dans le présent, Caroline comprend avec stupeur que Benjamin est son véritable père et que Daisy s'est remariée après son départ. Bouleversée, elle quitte la chambre pour fumer, mais une infirmière la surprend et la renvoie aussitôt. Bébé Caroline grandit forte et en pleine santé, mais Benjamin reste tenté par l'idée de régresser jusqu'à l'enfance. Il demande donc à Daisy de trouver un vrai père pour Caroline, quelqu'un de stable pour l'élever. Il veut même partir avant que la petite ne puisse se souvenir de lui, afin de lui éviter la douleur de le voir disparaître. Daisy proteste, mais Benjamin lui rappelle qu'elle ne peut pas s'occuper de lui et de Caroline à la fois. Après le premier anniversaire de sa fille, Benjamin vend toutes les propriétés héritées de Thomas et place l'argent sur un compte d'épargne à son nom. Puis, au milieu de la nuit, il s'en va sans un mot. Dans le présent, Caroline découvre plusieurs cartes postales que Benjamin lui a envoyées pour chacun de ses anniversaires, s'excusant à chaque fois de ne pas être présent. Pendant ce temps, Benjamin voyage à travers le monde, enchaînant de petits boulots pour profiter pleinement de la vie tant qu'il le peut. Un soir, il rend visite à Daisy dans son studio de danse, ayant désormais l'apparence d'un homme d'une vingtaine d'années. Devant Caroline, Daisy prétend qu'il s'agit d'un vieil ami, et la jeune fille ne le reconnaît pas. Le moment est interrompu par le nouveau mari de Daisy, qui, bien que courtois, ressent la tension et emmène Caroline. Après leur départ, Daisy remarque à quel point Benjamin paraît jeune et admet qu'il avait raison. Elle n'aurait jamais pu élever deux adolescents à la fois. Elle quitte ensuite l'endroit avec sa famille, faisant à Benjamin des adieux qui semblent définitifs. Pourtant, plus tard dans la nuit, Daisy se rend à son hôtel, et ils partagent une dernière nuit passionnée. Dans le présent, Caroline comprend qu'elle avait en réalité rencontré Benjamin ce soir-là, sans savoir qui il était. C'est également la dernière chose qu'il est écrite dans son journal. À la télévision, les informations annoncent l'arrivée imminente de l'ouragan Katrina. L'infirmière propose à Caroline d'évacuer, mais celle-ci choisit de rester, sachant que Daisy est sur le point de mourir. Daisy poursuit son récit, expliquant que peu de temps après la mort du nouveau mari de Caroline, elle a reçu un appel important. Elle se rend alors chez Queenie, devenue une maison de retraite désormais dirigée par sa fille. Les services de protection de l'enfance y ont contacté Daisy après avoir retrouvé Benjamin vivant dans un bâtiment abandonné à la Nouvelle-Orléans. Dans son journal, ils avaient trouvé son nom et son adresse. Lorsque la sœur de Benjamin accepte qu'il reste là, Daisy entend quelqu'un jouer du piano et découvre Benjamin, redevenu un enfant. Il montre des signes de démence et ne se souvient plus d'elle, mais Daisy ressent toujours un lien profond avec lui. Dès lors, elle vient lui rendre visite régulièrement et assiste impuissante à la dégradation progressive de sa mémoire. Benjamin devient un enfant difficile, sujet à des crises de colère et à des escapades sur le toit. Lorsqu'il atteint environ 5 ans, Daisy s'installe à la maison de retraite pour s'occuper de lui, le regardant lentement rapetisser. Peu à peu, il oublie comment parler et marcher, redevenant un simple nourrisson. En 2002, une nouvelle horloge est installée à la gare, et en 2003, le bébé Benjamin offre à Daisy un dernier regard rempli de tendresse avant de mourir dans ses bras. Dans le présent, la tempête s'intensifie et une alarme d'évacuation retentit. Tandis que Caroline court vérifier la situation, Daisy aperçoit un colibri à la fenêtre. Elle murmure un dernier adieu à Benjamin avant de s'éteindre à son tour. La tempête provoque ensuite l'inondation de plusieurs bâtiments, atteignant même l'ancienne horloge, désormais oubliée dans un sous-sol. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.